Bonjour à tous, Loïc Carnisien, naturopathe énergéticien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Autre Alternative qui vise à vous présenter d'autres visions dans le domaine du bien-être, de la santé et du développement personnel. Pour recevoir tous les épisodes directement dans votre mail, il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et de sonner la petite clochette pour être notifié. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me passionne, c'est l'eau. L'eau sous toutes ses formes et surtout la mémoire de l'eau. Et pour en parler, je reçois le professeur Marc Henry, spécialisé dans le domaine et auteur de deux ouvrages qui sont L'eau et la physique quantique et le deuxième, L'eau morphogénique, les deux édités aux éditions d'Angle, et nous allons aborder ce sujet avec lui. Bon épisode à tous. Bien, bonjour professeur Marc Henry, merci d'être là. Aujourd'hui, donc, j'avais envie de parler un petit peu de vos travaux et parler de l'eau. Donc, comme je le disais en introduction, j'ai lu vos deux ouvrages donc, que j'ai mis en visuel pour que chaque personne puisse aller les retrouver. Euh, Avant de commencer, j'ai une petite question concernant évidemment l'eau. Pour vous, qu'est-ce que l'eau? Justement, le deuxième livre que j'ai fait, je l'ai appelé L'eau morphogénique. Mhm. Les gens comprennent bien que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'eau en tant que telle. C'est-à-dire que l'eau peut exister, comme tout le monde le sait, sous forme solide, liquide et gazeuse. Mais la forme d'eau qui, moi, m'intéresse, c'est l'eau des êtres vivants. Et si on appelle ça de l'eau, il y a quelque part une entourloupe. Euh, Parce que quand on se regarde dans un miroir, on est de l'eau essentiellement, et ça ne prend pas l'aspect d'eau liquide, d'eau vapeur ou de glace. Donc c'est pour ça que il faut que je Donc oui, coupe en fait, on est de l'eau sur pattes, mais visuellement, ça se voit pas. Voilà, donc et j'ai préféré, et j'ai voulu trouver un terme pour que les gens sachent bien que je parle de l'eau morphogénique, c'est-à-dire l'eau qui constitue les êtres vivants. Et de manière plus générale aussi, tout ce qui est pas de l'eau, mais qui est hydraté. Ok. Et quelle est la différence entre cette eau-là et l'eau? Alors, vous le voyez bien, on va prendre la glace, c'est une eau qui a une forme qui lui est propre. Mhm. Elle sait, quand vous baissez la température, l'eau sait quoi faire pour faire de la glace. Si vous prenez la vapeur, au contraire, ça n'a pas de forme. La vapeur d'eau, c'est quelque chose qui est sans forme. L'eau liquide, elle n'a pas de forme non plus, puisque elle adopte la forme du récipient dans lequel vous le mettez. Moi, je parle d'une eau qui donne une forme. Ok. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'eau pour hydrater la matière n'aurait pas de forme. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'eau morphogénique, puisque pour ceux qui ont fait un peu de grec, morphos en grec c'est la forme, et génos c'est je crée. Donc je crée la forme. Ok. Et ça, c'est le message que je veux faire passer dans ces ouvrages et dans mes conférences, c'est que s'il n'y avait pas d'eau dans le monde, les choses seraient informes. Et pourtant, cette eau-là, sur le plan moléculaire, on est toujours dans H2O. Euh, oui, mais alors c'est là où il faut justement évoluer, Ouais. c'est-à-dire ne plus réduire l'eau à sa formule chimique H2O, c'est trop réducteur. Donc, le mot morphogénique veut bien dire que c'est de l'eau plus quelque chose. Ça ne peut Ok. pas être de l'eau toute seule, parce que l'eau toute seule, en fait, n'a pas trop d'intérêt. Donc, c'est une eau qui est au contact de quelque chose. Et au contact de quelque chose, elle agit sur cette chose en lui donnant une forme. Ok. Et qu'est-ce qui vous a guidé à aller dans cette direction qui est un petit peu controversée, même encore à l'heure actuelle, même s'il y a eu des travaux qui avaient été faits par le passé. Qu'est-ce qui vous a, c'est ça, amené dans cette direction? Ben, j'ai démarré ma thèse comme je suis un scientifique, tous les scientifiques sont censés avoir fait une thèse, un doctorat. Et mon intérêt à l'époque, quand j'ai démarré en recherche, c'était d'étudier qu'est-ce qui se passait quand on dissolvait une substance dans l'eau. Donc, ce qui m'intéressait, en fait, c'était pas l'eau, mais ce qu'on y mettait dedans. Et puis, dans les années 88, j'ai soutenu ma thèse et je pensais avoir tout compris.
Les scientifiques sont comme ça, ils pensent avoir tout compris. J'étais jeune, moi, j'étais docteur. Et puis est apparu un article de Jacques Benveniste dans la revue Nature qui parlait de propriétés de l'eau que moi, je ne pouvais pas comprendre avec tout ce que j'avais fait. Ok. Donc, c'est là où je me suis posé la question, est-ce que j'ai vraiment compris ce que c'était l'eau? Et à partir du moment où vous posez cette question, ben, vous creusez le sujet. Et creusant le sujet, ben, j'en suis arrivé à là où j'en suis, c'est-à-dire il a fallu aller jusqu'à la physique quantique pour comprendre ce que c'est que cette eau morphogénique. Et sur le plan de l'expérience, donc en tant que scientifique, vous avez bien dû faire des expériences, des manipulations. Est-ce Ouais. qu'il y a, parmi les toutes premières, des expériences que vous avez refaites de votre côté qui avaient pu être faites par le passé ou de nouvelles qui vous ont vraiment surprise au niveau des propriétés de l'eau? Alors, sur les expériences, il n'y a pas beaucoup de surprises parce que l'eau est quand même étudiée de point de vue expérimental depuis l'Antiquité. Hein. On s'intéresse à l'eau, on fait des expériences avec l'eau. Ce qui est surprenant, c'est la manière dont on interprète ces expériences. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle en science un paradigme qui permet d'interpréter ce qu'on observe. Et moi, j'ai tout de suite vu que le paradigme, il ne collait pas. Celui qu'on avait l'habitude, c'est-à-dire qu'il y avait des tas de choses qui étaient incompréhensibles. Je vais juste prendre un exemple pour que les choses soient concrètes et claires. Quand vous prenez une matière, la plupart du temps, vous la chauffez, elle se dilate, Mhm. elle augmente de volume. C'est comme ça. Ça s'explique très bien par les lois de la physique, parce que si vous montez la température, vous mettez de l'énergie, comme il y a plus d'énergie, ça bouge plus, et comme ça bouge plus, bah, ça occupe plus de volume. Et bien l'eau, elle ne fait pas ça. C'est-à-dire que l'eau, s'il faut la chauffer, entre 0 et 4 degrés Celsius, au lieu de se dilater, elle se contracte. Donc vous amenez de l'énergie, vous faites que les objets vont plus vite, et au lieu d'augmenter, ils rétrécissent. Vous pouvez comprendre ça? Personnellement, non. Non, mais je peux vous dire que beaucoup de scientifiques, on n'a toujours pas vraiment compris comment, en emmenant de l'énergie à un système, on peut réduire son volume. Ce qui est finalement l'inverse de ce qu'on est censé C'est voir en temps l'inverse normal. de ce qui arrive avec toutes les substances. Donc, on voit tout de suite que l'eau a quand même une caractéristique très particulière de ce point de vue-là. Et puis, ce n'est pas la seule. Moi, j'ai pris celle-là parce que c'est celle que tout le monde connaît bien, puisque si vous oubliez de fermer votre robinet d'eau en hiver, ben, vous savez très bien ce qui arrive, hein, et les canalisations. Et ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire que normalement, quand on refroidit une substance, elle se contracte. Eh ben, pas l'eau. Quand vous refroidissez l'eau, elle se dilate. Ce qui est une Donc, expérience que nous avons tous vécue au moins une fois, je voilà. pense. Si c'est pas avec les canalisations, c'est dans le congélateur, mais on l'a tous vécu. Il faut que vos auditeurs comprennent que ça choquait déjà au XVIe siècle. On ne comprenait pas pourquoi. Et aujourd'hui, si vous essayez d'expliquer ça dans le cadre du paradigme actuel, qui est un paradigme qui ne fait pas intervenir la physique quantique des champs, vous ne pouvez pas expliquer ce phénomène. Il faut Et, aller à une théorie qui est la théorie la plus sophistiquée que l'esprit humain ait conçue pour pouvoir arriver à comprendre ce phénomène. et est-ce que finalement, à partir du moment où on n'entre pas dans cette théorie quantique, avec cette autre vision du monde, est-ce qu'on peut pas dire que les personnes qui nient ces facultés de l'eau, qui nient son pouvoir bien plus grand que juste H2O, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'ils ont raison finalement dans leur propre champ de vision? Bien sûr, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que et, moi, je suis pour dire que tout le monde a raison. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de théorie fausse. Tout est juste. Simplement, vous définissez un cadre dans lequel vous pensez encadrer le comportement de la nature, et dans ce cadre, il y a des choses qui sont fausses, des choses qui sont dans le cadre et des choses qui sont en dehors du cadre. Donc, le fait, ce qui se passe, c'est que quand vous voyez quelque chose qui est dans le cadre, vous êtes content, parce que votre théorie marche et vous dites, bah voilà, j'ai compris. Mais dès que vous êtes confronté à un phénomène qui est hors du cadre, vous avez deux attitudes. L'attitude de la majorité des gens, c'est de dire, bah non, ça n'existe pas, il y a un problème, parce qu'on pense que le cadre est général. Et C'est une puis, erreur dans l'expérience, il faut déterminer voilà, qu'il y a un bug ici. l'erreur, l'arnaque, enfin bref. On essaye à tout prix de conserver le cadre et on en arrive à nier l'évidence.
La deuxième attitude, qui est moi celle que je défends, c'est que non, quand on a des choses qu'on ne comprend pas, c'est que le cadre est trop étroit. Ok. Et voilà, il faut prendre un nouveau cadre. Et comme ce cadre, on va l'élargir, bah, la chose qui avant était extraordinaire ou impossible devient tout à fait naturelle et explicable. Et justement, dans ce nouveau cadre, donc la physique quantique permet d'expliquer toutes ces nouvelles théories sur l'eau, qui finalement rejoignent un petit peu la manière dont l'eau était utilisée par le passé. Donc c'est ça que personnellement je trouve intéressant dans la physique quantique. Elle fait un pont entre le plus moderne et le plus ancien. Qu'est-ce qu'elle nous, qu'est-ce que la physique quantique en fait nous permet d'expliquer sur l'eau? Parce qu'on a toujours H2O, à un moment il y a du vide. Et est-ce que c'est là qu'on trouve en fait toute cette explication? Alors, ce que nous permet d'appliquer la physique quantique, c'est d'abord le phénomène de mémoire de l'eau. Ok. C'est-à-dire que quand on parle de mémoire de l'eau, d'informations mémorisées par l'eau, si on reste dans un cadre même quantique où on quantifie ce qu'on appelle la matière, ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment aller dans un cadre où on a comme substance primordiale, indestructible, le vide. Et à ce moment-là, la mémoire de l'eau devient une réalité. Parce qu'on a Ok. une mathématique qui nous permet de décrire comment l'eau mémorise de l'information en termes de bits. Enfin, bref, on a une théorie qui permet d'expliquer ça et qui, évidemment, nous nécessite ce cadre très élargi qui est la physique quantique des champs. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce cadre, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il valide aussi, il explique pourquoi l'eau se dilate quand on la chauffe, quand on la refroidit. Donc c'est quand même... On finit par se mélanger. Oui. C'est-à-dire que des trucs qui sont connus depuis longtemps et qu'on n'arrivait pas à expliquer, maintenant on a des explications. Donc, ben, on est content. Puis ça va nous donner aussi toute une autre vision de l'eau dans une cellule, Ouais. la fameuse eau morphogénique. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'information qui est mémorisée par l'eau, on sait bien que les êtres vivants traitent de l'information, donc on voit que ça déborde sur la biologie et la médecine, c'est-à-dire que ça amène des nouvelles visions de ce qu'est un être vivant, donc des nouvelles thérapeutiques, donc ça valide des pratiques qui sont normalement considérées bien souvent comme du charlatanisme, je pense par exemple à l'homéopathie, deviennent des techniques qui sont scientifiquement correctes, enfin du moins qui ont un socle théorique, et sur lesquels on peut imaginer rationaliser les traitements qu'on connaît très bien par ailleurs, mais qui étaient jusqu'à présent empiriques. Finalement, quand on regarde l'eau de cette manière-là, on a plus de frontières entre la physique, la biologie, la chimie. Tout ça finalement fonctionne au travers d'un prisme complètement différent. Voilà, mais il y a une théorie qui s'appelle la physique quantique des champs qui s'applique dans ces trois domaines. C'est sûr que de mon côté, étant énergéticien, je travaille beaucoup avec des choses qu'on n'explique pas. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans le côté informationnel et justement que l'eau puisse être, quand vous parlez de mémoire, c'est un peu comme un disque dur. Ça peut Tout à emmagasiner la mémoire de tout l'univers, la mémoire de nos aïeux, enfin tout fait. un tas d'informations qui peuvent engendrer quelque chose dans notre vie actuelle. Alors, on a identifié pour les êtres vivants, euh, ce qui supporte la mémoire, c'est les membranes. Ok, C'est-à-dire que vous êtes fait de cellules, ces cellules ont des membranes lipidiques, et sur ces membranes, vous avez donc de l'eau, parce qu'il y a ce qu'on appelle des têtes polaires, ouais. il y a beaucoup d'eau, et c'est cette eau qui mémorise toute l'information de votre vécu, depuis que vous étiez bébé jusqu'à votre mort, tout sera mémorisé. On a calculé les quantités de mémoire, elles sont fantastiques, hein, ce qu'on peut mettre sur un corps humain, c'est énorme, on peut mettre facilement 100 ans d'existence, il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez quelque chose de... On sait où c'est. Là où la physique quantique devient vraiment importante, c'est quand vous mourrez, quand on meurt. Ouais. Parce qu'en physique quantique, il y a un théorème qui dit que l'information ne peut pas être détruite. Si on détruisait l'information, ce serait une catastrophe. Il n'y aurait plus d'univers. Mais où va-t-elle maintenant? Donc, voilà, vous avez toute cette information qui est stockée sur vos membranes. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle ne peut pas être détruite. Donc, il faut qu'elle soit transférée. Il faut qu'elle soit transférée à autre chose. Alors, on pourrait imaginer qu'elle est transférée sur une autre structure matérielle.
Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il faudrait trouver un autre être humain, il faudrait trouver quelque chose d'aussi compliqué que vous. Et justement, la physique quantique des champs nous donne en fait, un médium, ça s'appelle le vide quantique, Mhm. qui, comme son nom l'indique, n'est pas vide. En fait, c'est pour ça que moi, je préfère l'appeler l'éther, pour qu'on Ouais. comprenne bien que c'est quelque chose qui existe, où il n'y a rien, Et des mais termes qui pas étaient parce qu'il y déjà a rien, de utilisés, si on visible, prend c'est pas des parce qu'il y termes, a pardon. rien. Non, je disais Elle l'éther, des termes qui étaient déjà utilisés en voilà. Inde il y a des milliers d'années ou en médecine Et, traditionnelle chinoise. oui, et qui a été banni de la physique par Albert Einstein en 1905 quand il a fait sa théorie de la relativité restreinte, et qui a été réintroduit en Mm. 1921 par le même Albert Einstein quand il a fait sa théorie de la relativité générale. Il s'est aperçu qu'il avait fait une connerie. Mais ça, Un c'est bon une autre scientifique qui chose. est capable d'observer ses erreurs et de revenir Oui, en oui. arrière. Après, il l'a reconnu dans sa conférence de 1921. Il a dit oui, je me suis gouré parce qu'entre-temps, il avait fait la relativité générale et que s'il n'y a pas d'éther, la relativité générale ne peut pas marcher. Donc, il a été obligé de revenir sur ce qu'il a dit. Donc, on a ce milieu qu'est l'éther. Et la physique quantique, c'est la physique de l'éther, en fait. D'ailleurs, on peut comprendre, ça s'appelle les dimensions de Planck, comment on peut découper le vide en petits cubes. Et ces cubes, on peut les mettre avec un état de 0 et de 1. Donc, toute l'information de notre vie peut être transférée vers ce vide qui, lui, par contre, a la caractéristique d'être partout dans l'univers. Mhm. C'est-à-dire, il est sur Terre, mais il est aussi à des milliards d'années-lumière. Et donc, en fait, on comprend comment on peut transférer tout ce vécu sur le vide. Et puis ensuite, quand on a fait un peu d'informatique et qu'on a une mémoire, on sait très bien qu'on peut faire deux opérations. Ce qu'on appelle le upload, c'est-à-dire qu'on prend de l'information et on la met sur le cloud. Ouais. Et le download, on prend l'information du cloud et on la met chez nous. C'est ce que C'est-à-dire, j'allais vous dire. En fait, c'est le même principe qu'une clé USB et oui, un disque dur externe. voilà. Et ben, un être vivant, c'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que quand vous naissez, vous faites un download pas beaucoup d'informations parce que vous avez peu de membrane, hein, mais il y a un certain download qui se fait, ce qu'on appelle un petit mémoire qui va vous permettre de fonctionner. Et puis ensuite, quand vous mourrez, il y a un upload vers le vide. Ce qui fait qu'en fait, on meurt en tant qu'entité matérielle, bien sûr, Mhm. mais en tant qu'entité consciente, information mémorisée par un vécu, ça ne meurt pas. Ça Ok. reste. Et donc, ça signifie qu'avec l'eau, finalement, en utilisant cette vision-là, vous parliez d'homéopathie tout à l'heure, finalement, l'homéopathie, c'est cette information qui était initialement donc, dans une plante ou dans une particule, qui, au fur et à mesure des dilutions, on n'a plus aucune molécule, mais par contre, cette information s'est transférée, a été finalement téléchargée dans l'eau. Donc, tout être vivant mémorise sur ses membranes de l'information. Ouais. Quand vous mettez de l'eau liquide là, sur cet être vivant, enfin sur ce qu'on appelle la teinture mère, l'information passe dans l'eau, évidemment, en partie. Et ensuite, la dilution permet le problème des teintures mères, c'est qu'elles sont trop concentrées. Mhm. Et donc, vous n'avez pas assez d'eau, en fait. Parce que Ok. c'est l'eau le support. Donc, si vous voulez mémoriser plein d'informations, il va falloir diluer. D'accord. Donc, c'est pour ça que plus on dilue, Et plus c'est puissant. plus c'est puissant. Ok. Euh, et Ça, c'est donc, l'avantage de travailler avec de la non-matière, de oui. l'information. Et Et, que là, ce qui est petit devient important. et en dehors de la dilution homéopathique, est-ce qu'il y a d'autres manières d'informer l'eau? Parce qu'on peut entendre par la conscience, par la visualisation, par l'utilisation de correcteurs d'état fonctionnel, par exemple. Ou comment est-ce qu'on Oui. peut l'informer chez nous à la maison, si on a envie de travailler là-dessus? Alors, si on a envie de travailler là-dessus, bah déjà, comme on est de l'eau, on peut travailler sur nous, hein. Oui. Chaque fois que vous faites de la méditation, par exemple, vous travaillez sur votre eau. Vous modifiez les informations qui sont sur vos membranes. Chaque fois que vous couchez, que vous dormez, Ok. vous organisez cette information. En fait, c'est des trucs de la vie de tous les jours, quoi. On redécouvre hein, des trivialités, mais on est comme Monsieur Jourdain qui, tout d'un coup, se dit: «Ah mais oui, je sais faire de la poésie, quoi». Mm. Non, on redécouvre des choses intéressantes. Après, ce qui est un petit peu différent, c'est si vous voulez informer l'eau liquide, Ouais. c'est-à-dire l'eau qui coule du robinet ou dans une bouteille. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que, comme je vous l'ai dit,
la théorie qui a été développée nécessite avant de l'eau morphogénique, c'est-à-dire de Ouais. l'eau plus quelque chose. En général, dans l'eau de la bouteille, l'eau du robinet, il y a bien sûr des choses, mais pas suffisamment. On appelle les sels dissous. Oui. Donc là, on est obligé d'aller chercher un des composants essentiels de l'eau qui est très souvent oublié. C'est pour ça que même cette eau liquide va devenir morphogénique, en fait, c'est par ces bulles de gaz. Ok. Parce qu'il y a toujours du gaz dissous. Mhm. C'est très bien parce que tous les gens qui ont des aquariums font très attention à ça. Si, un poisson, si vous voulez qu'il vive dans l'eau, il faut qu'il y ait du gaz dissous dans l'eau, parce que sinon, il va crever. Ouais. Donc, la question que la nouvelle façon de voir l'eau pose la question, mais alors, où sont les gaz? Que deviennent les gaz dissous? Dans l'ancien paradigme, la question ne se pose pas, parce qu'on peut imaginer que les molécules de gaz sont entre les molécules d'eau. Mais là, ce n'est plus le cas, puisqu'on a on appelle des domaines de cohérence, donc le gaz doit venir se mettre dans des endroits où il peut aller, et ce qui fait qu'on récupère en fait une eau à la surface des bulles de gaz, on a de nouveau cette eau morphogénique qui peut mémoriser de l'information. Ok. Et donc là, c'est tous les systèmes de dynamisation de l'eau, c'est-à-dire là où les gens vont faire des opérations. Ça peut être des opérations avec des champs électromagnétiques, ça peut être, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes des émetteurs d'ondes électromagnétiques et les domaines de cohérence fonctionnent avec l'électromagnétisme. Mhm. Donc, chaque fois que vous avez une pensée, vous avez évidemment toute une activité électromagnétique de votre corps qui rentre, qui est émise vers l'eau, et l'eau peut mémoriser évidemment cette activité électromagnétique, changer l'information sur ces domaines. C'est ça qu'on appelle la dynamisation de l'eau. Ok. Donc en fait, en dynamisant, donc ça peut être, bon, on peut faire des vortex, mais il y a tout un tas Il y de... a des livres, il y a un excellent livre de Yann Oliveau qui s'appelle La nature de l'eau, où il recense tous les procédés de dynamisation. Après, c'est de la technique. Ouais. Et en y ajoutant une intention ou tout un tas d'autres pratiques, on peut transférer cette information-là, mais l'inverse est possible aussi, je suppose. Ah C'est-à-dire que ben, si on boit une eau qui vient du exactement. robinet puis qui est morte, entre guillemets, on peut apporter à notre corps une information qui va être plus négative, disons, ou un manque d'information. J'aime pas ces termes de négatif, de Moi non mort. plus, vous avez vu ma tête quand je l'ai fait. Je suis pas dans le positif ou négatif, mais c'est juste pour C'est la illustrer. vie. L'eau, c'est la vie. Donc, il faut qu'on essaye de revenir sur un vocabulaire plus conforme à ce qu'est l'eau. Ouais. Il n'y a pas d'information négative. Il y a juste des états. Et l'eau amène des informations, et cette information nouvelle qui est amenée par l'eau va changer votre état. Ça peut le changer en bien, ça peut le changer en mal, ça, c'est une question de point de vue. Mhm. Mais quand on y réfléchit un petit peu, moi j'ai eu la chance d'être très malade, d'avoir des gros problèmes de santé, et je me suis toujours aperçu que l'intérêt de la maladie, c'est que vous évoluez. Mhm. Ça vous oblige à vous remettre en question. Vous ne pouvez plus vivre comme avant. Alors que quand vous êtes en bonne santé, ben, vous pouvez rester sur cet état-là, vous n'avez pas besoin d'évoluer. Mhm. Parce que tout va bien et vous n'avez pas conscience que vous avez besoin d'évoluer. Donc, c'est quand on est malade qu'on commence à comprendre cette notion d'évolution et que même si apparemment la maladie, c'est quelque chose qui est toujours perçu comme négatif, mais comme ça permet d'évoluer et d'aller plus en avant, c'est en fait très positif. C'est parce qu'on était arrivé à un point où notre corps était en état de non fonctionner. Et la maladie, c'est le signal d'alarme qui permet de surmonter, de pouvoir continuer à vivre, sachant que de temps en temps, évidemment, on est tellement mal en point que c'est la maladie qui gagne. Mais là encore, c'est pas grave, parce que même quand vous décédez, je vous dis, tout ce que vous avez vécu n'est pas perdu. Tout ça repart dans le cloud. On part dans le vide et ça peut revenir sur d'autres membranes à toute occasion. Donc finalement, si on regarde les pouvoirs de l'eau à des fins médicinales ou thérapeutiques, finalement, ça ouvre un champ qui est immense. C'est immense, on peut soigner. Déjà, on réhabilite l'homéopathie, c'est-à-dire qu'on Oui, va soigner les gens grâce à cette médecine qui a quand même fait ses preuves depuis 200 ans. oui. Donc on va pouvoir, Contrairement à ce que beaucoup peuvent dire. oui, donc on va pouvoir balayer un petit peu toutes ces
tous ces problèmes, ces débats qui n'ont aucun intérêt. Et surtout, on va introduire des techniques de médecine qui sont très, vous les appelez énergétiques, moi je n'aime pas trop ce terme parce que l'énergie est qu'un moyen, j'appelle ça des Mmh. techniques informationnelles. C'est-à-dire que par une action, qu'elle soit électromagnétique, qu'elle soit matérielle, vous changez l'information sur les membranes. Et comme la matière est idiote, c'est l'eau qui est intelligente. Dès que vous remettez une nouvelle information dans l'eau, la matière, elle suit. Elle n'a Ouais. pas d'autre choix. C'est ce que j'ai constaté moi en pratique. C'est sûr que je mets la casquette énergéticien en plus de naturopathe parce que c'est quelque chose qui m'est venu, disons que j'ai toujours plus ou moins eu ce genre de faculté-là. Sauf que je me suis vite rendu compte avec le temps que de mon côté, je ne touchais à rien d'énergétique, mais que je n'étais qu'un relais d'information pour faire un reboot ou apporter une nouvelle information dans certaines parties du corps. Et je me suis rendu compte aussi avec le temps que souvent les praticiens, de manière empirique, ou même les chamans, souvent on me dit buvez après la séance. Buvez Bah oui, beaucoup après la séance. Et oui. finalement, en vous écoutant, ça a beaucoup de sens. On Et rapporte de l'eau pour qu'elle soit de nouveau informée. quand vous commencez à être dans cette optique-là, vous commencez aussi le matin, dès que vous vous levez, un verre d'eau. Oui. Parce que vous avez travaillé pendant. Le soir, avant de vous coucher, un verre d'eau. Parce que là, vous allez travailler pendant la nuit. Et puis dans la journée, des verres d'eau, parce que vous travaillez aussi de votre façon. Ok. Donc on conçoit qu'il y a l'aspect purement matériel de s'hydrater, mais il y a aussi tout l'aspect D'où informatique. l'importance de bien choisir son eau. D'où l'importance, voilà, surtout de ne pas prendre l'eau du robinet, parce que c'est vrai que l'eau du robinet, elle est potable, Oui, elle- dans tous les sens du terme. ouais, chimiquement parlant, elle ne pose pas de problème, mais côté information, c'est vraiment pas terrible. Et est-ce que l quel est le process finalement qui un peu change cette information dans l'eau qu'on a dans le robinet? Est-ce que c'est le fait qu'elle rentre en relation avec, les produits chimiques, avec, la tuyauterie? Hem, Qu'est-ce qui la rend moins, j'ai pas envie de dire positif, mais bon, vous m'avez compris. Les produits chimiques, c'est sûr, le fait de chlorer l'eau, ça va obliger ça va favoriser certains types d'informations. En plus, il y a le chlore qui est une molécule oxydante, donc Ouais, c'est bon de boire ça. Euh, Après, c'est là où on est un petit peu ennuyé parce que euh, on touche l'information qui est à l'intérieur de l'eau est codée sur ce qu'on appelle des domaines de cohérence qui font appel à des particules virtuelles. ouais, Donc, comme ces particules virtuelles, comme leur nom existe, on ne peut pas les voir, on est un petit peu démuni. C'est-à-dire que si vous essayez de mesurer, comme on a l'habitude de le faire en sciences, vous faites votre dynamisation, puis vous prenez par exemple un voltmètre ou un pH mètre, ou je ne sais pas quoi, un truc mètre, pour mesurer, ça marche, vous ne verrez rien. C'est-à-dire que les mesures avant et après dynamisation seront, les mesures physiques, ouais. seront exactement les mêmes. Si par contre, vous mettez cette eau dynamisée au contact d'un être vivant, lui, il a le logiciel pour décoder, OK. que n'a pas l'appareil de mesure physique. Donc vous verrez effectivement un effet, mais c'est ça qu'on a le problème pour cette eau morphogénique, c'est qu'on pour voir ces effets, il faut des membranes, c'est-à-dire un être vivant. OK. Si vous prenez un système qui n'est pas vivant, vous ne verrez rien. Et comme les gens ne voient rien, ils disent bah, c'est n'importe quoi. OK, Mais donc dès ça demande finalement de rentrer d'avoir un être vivant qui va se connecter à l'eau pour alors, pouvoir percevoir ce qu'il y a comme information? connecter à l'eau, il y a deux façons de se connecter à l'eau. Il y a la façon qui est prévue par les cadres de pensée qui vont jusqu'au numéro 5, donc la physique quantique des champs, qui utilise l'électromagnétisme. Ouais, C'est-à-dire que toute membrane a des canaux, et chaque fois qu'un canal s'ouvre pour laisser passer un ion, ça fait un courant électrique, et ce courant électrique est source, d'après les équations de Maxwell, d'une onde électromagnétique. Donc, dès que vous avez une membrane et des canaux ioniques, il y a des champs électromagnétiques, donc de l'information qui peut être envoyée ou reçue à ce niveau-là. Alors ça, c'est le mécanisme, disons, jusqu'au cadre numéro 5, qui est relativement bien compris.
C'est-à-dire qu'en jouant avec des champs magnétiques, des champs électriques, on peut modifier l'état des domaines de cohérence. Ce qu'amènent les sixième et septième cadres que je décris dans mon livre, c'est qu'on a ce qu'on appelle les ondes d'échelle. C'est-à-dire que ce sont des ondes qui sont émises spécifiquement par les matières vivantes, celles qui sont Ok. capables de changer de taille toutes seules. Et ces ondes d'échelle sont aussi un moyen de s'informer. Ok. Et est-ce que vous avez déjà observé ou eu des expériences en dehors de... J'ai pas envie de segmenter le côté scientifique très habituel que l'on peut avoir dans la tête et le côté très chamanique ou autre, mais est-ce que vous avez déjà eu des expériences où tester avec, je sais pas, des chamans, avec des personnes qui ont une sensibilité différente, la capacité de se connecter à de l'eau pour aller en Oui. récupérer peut-être certaines informations ou certaines visualisations? Ah, mais ça, c'est la première chose que j'ai faite Ok, quand j'ai rencontré, à l'occasion du tournage du documentaire On a retrouvé la mémoire de l'eau, qui a été ouais. diffusé sur France 5. Il y a un réalisateur qui est venu pour faire les interviews ici à Strasbourg, et il m'a parlé d'une chamane qui s'appelait Corinne Sombrun, qui souhaitait discuter avec des scientifiques de ce qu'elle faisait, quoi, parce qu'elle trouvait que c'était important et elle voulait avoir un regard scientifique sur sa pratique de chamanisme mongol. Mhm. Elle a écrit beaucoup de livres, donc les gens que ça intéresse pourront suivre l'histoire de l'Occident. Il y a même eu le film qui est sorti l'année dernière sur sa vie, qui s'appelait Un monde plus grand que moi. Mhm. Donc il y a même un film où vous pouvez voir son expérience. Et tout de suite, quand j'ai su qu'elle avait cette capacité de partir en transe, je l'ai fait faire des transes devant de l'eau informée. Ok. Et là, elle a pu discuter avec l'eau. Ok. Quand dit Et comme pour ça, heureusement que discuter, vous il êtes un fallait qu'elle soit en scientifique. transe, hein. Non, mais pour discuter, elle ne pouvait être que dans cet état modifié de Ouais, conscience qu'on appelle la transe. Sinon, l'eau, elle ne vous parle pas, hein. Ou du ouais. moins, vous n'avez pas conscience. Si vous voulez avoir conscience que vous pouvez parler avec l'eau, il faut faire cette transe chamanique. Et c'est pour ça qu'après, elle m'a appris à faire ces trans pour pouvoir discuter. Oui. Vous savez quoi? Vous avez quand même un statut qui permet de, comment dire? Quand vous le dites, ça paraîtra moins fou que si moi je le dis, que de rentrer en transe pour discuter avec de l'eau. Comme ça. Bah, vous le faites aussi quand vous vous endormez. Ouais, Puisque, comme je vous ai dit, le sommeil, c'est aussi toute une restructuration de l'information. Mais le problème quand on dort, c'est qu'on a plus sa conscience, ou du moins on peut l'avoir par les rêves, mais c'est quand même assez compliqué à décoder. et est-ce que vous avez Alors que déjà l'expérience de trans chamanique, comme la pratique Corinne Sombrun, euh, on est vraiment, on est plus conscient au sens de son être, de ce petit vélo qui tourne dans la tête, c'est-à-dire qu'on perd son identité, mais comme on reste connecté à ce champ quantique du vide, on reste toujours, ce, ce- ce sac d'informations, on est toujours là, c'est-à-dire que quand on ressort de la transe, au bout de 30 à 40 minutes, on se souvient très bien de tout ce qu'on a vécu. Et donc, on ramène des informations qui ont été acquises de façon instantanée et qu'on n'aurait jamais pu acquérir autrement. finalement, on pourrait presque dire que l'eau, quand on parle de, mémoire akashique, quand il y a plein de termes comme ça, qui parlent de cette information, finalement, l'eau est le vecteur et le relais entre toutes ces bah, finalement, entre le Oui, cloud c'est et la mer. exactement ça. C'est-à-dire que l'eau en elle-même n'a pas vraiment d'intérêt. Elle a juste un intérêt dès qu'elle se joue en rôle d'interface. Ce OK. que j'appelle un transducteur. C'est-à-dire qu'il y a de l'information dans le vide, il y a de l'information sur les membranes, et l'eau va être ce qui va permettre de passer du vide aux membranes ou du membrane au vide. Donc on est vraiment avec un rôle d'interface. J'aime bien aussi l'expression qu'utilisent certaines personnes, c'est un poste de télé, quoi. Ouais. On peut recevoir et émettre de Finalement, une fois l'information. qu'on a compris ça, ça fait tomber quand même plein de mythes et ça ouvre énormément de portes. C'est peut-être pour ça que ça fait, pas l'unanimité dans le monde scientifique ou dans le domaine médical ou autre, non? Je sais bien, puisque là, je vous citerai la phrase d'Albert Einstein. Il est beaucoup plus difficile de désintégrer un préjugé qu'un atome. C'est-à-dire qu'on a réussi à désintégrer les atomes qui étaient réputés non désintégrables, mais un préjugé, on ne sait toujours pas comment faire. Oui, oui et pourtant,
Non, J'aime beaucoup c'est cette pour phrase. Je ça pense que je vais la réutiliser, celle-là. non, mais c'est pour ça que c'est très long de faire admettre. En science, quand vous devez changer de paradigme, c'est très long et c'est épuisant. Mais c'est surtout qu'on on le voit, je pense le documentaire dont vous parliez, «On a retrouvé la mémoire de l'eau», c'est celui dans lequel, le professeur Montagnier fait son Oui, expérience avec, devant les caméras de transfert d'informations jusqu'en Italie, c'est bien ça? bah, par internet, oui. Ça paraît fou, hem, mais pourtant on le bon après on le voit bien, Alors, c'est une émission de si vous télé, mais restez dans le jusqu'au cadre de pensée numéro 4, qui est celui de la physique quantique, matérielle, c'est de l'escroquerie, ça ne peut pas ouais. marcher. Dès que vous passez dans le 5e cadre, c'est-à-dire que vous commencez à mettre le vide, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau et du vide, à ce moment-là, l'expérience est parfaitement explicable. OK. Puis c'est exactement le même principe. Je me souviens de l'expérience où on se retrouvait avec une dilution, dynamisation pour avoir de plus en plus d'eau, donc de plus en plus d'informations. Et finalement, l'expérience en Italie a été faite de manière inverse pour reconstruire, de mémoire, c'était un brin d'ADN, Oui, si oui, ma on mémoire est bonne. reconstruit un brin d'ADN à 98%, oui, en utilisant que de l'eau. Et est-ce que, à votre connaissance, il y a des pays qui sont bien plus avancés dans cette utilisation de l'eau? On parle souvent de la Russie, des pays de Nous, l'Est, on est, peut-être des États-Unis. nous, on est des arriérés. On est J'osais des pas le dire de cette manière-là, mais je partage Et votre point de vue. quand on voit les débats sur l'homéopathie, quand on voit tous ces médecins là, avec le Covid-19 qui nous parlent de virus, bon, on n'a rien à foutre du virus. Le virus, c'est une information, il amène des informations, il faut lutter contre ces informations, et le virus, ce n'est qu'un vecteur comme l'eau. Donc quand je vois tous ces médecins qui partent dans des débats, hydroxychloroquine, non, tout ça, il y a des techniques informationnelles qui peuvent être mises en jeu. Et nous, en France, on parle, on discute, on critique. En Russie, en Chine, ils ne cherchent même pas à discuter, puisqu'il y a des résultats. OK. C'est-à-dire qu'ils font des machines, ils, ils soignent avec ces machines, il n'y a pas de. Ils ont ce qu'on appelle dématérialiser le médicament, Mmh. c'est-à-dire qu'ils envoient juste des ondes électromagnétiques, ou voire même des choses encore plus compliquées que je ne connais pas tout, hein. Mais en fait, ils ont des appareils, et avec ça, ils font leur acte médical. Et pour eux, ça ne pose pas de problème, puisqu'ils ont les résultats. Oui, puis Nous, c'est en toujours France, le même principe, c'est voilà. on Nous, va en France, informer l'eau. on voit les résultats et on dit il y a un truc qu'on ne comprend pas, donc c'est pas bon. C'est vraiment une façon française de faire qu'on est arriéré sur ce plan-là. Et peut-être trop d'enjeux en France au niveau du médical et du pharmaceutique pour éviter d'aller dans cette direction? Oui, là, on sait très bien que tout est noyauté par les industriels. Donc, Bon, c'est dès que sûr vous que si mettez on en cause l'eau ça coûte non, j'allais oui, dire non, mais dès que vous on la mettez trouve en cause partout. des centaines de milliards de dollars d'intérêts financiers, c'est pas avec l'eau que vous allez faire des milliards de dollars de bénéfices, hein. Ouais, ça Donc c'est voilà, donc c'est clair mais que tant qu'il y aura cette chape financière, ce sera difficile de parler de l'eau et de ses vertus thérapeutiques. OK. Et donc finalement, une des bases, d'utilisation de l'eau sur le plan moderne, c'est vraiment l'homéopathie qui a commencé à ouvrir une porte, de l'utilisation de cette mémoire. Alors disons Oui, en médecine, ouais, en médecine, l'homéopathie fait ça depuis 200 ans. c'est ça. Elle l'a fait de façon empirique, parce que c'est toujours comme ça en science que ça se fait. Et il a fallu attendre, les modèles théoriques dont je vous parle datent des années 90, hein. Donc il a fallu attendre 200 ans pour qu'on comprenne, qu'on puisse mettre un modèle théorique derrière le fonctionnement d'un remède homéopathique. Parfait. En tout cas, ça ouvre, beaucoup de champs. J'ai une dernière question pour vous, alors qui est plus large. D'après vous, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on vit, avec ce que vous expérimentez, avec les recherches que vous faites, qu'est-ce que la science, selon vous? Ben, c'est effectivement, c'est que j'ai d'énormes problèmes à l'heure actuelle, c'est que j'ai démarré la recherche dans les années 80. Là, je viens juste de prendre ma retraite, donc on est en 2020. Donc j'ai 40 ans de bons et loyaux services au service de la science. Et aujourd'hui, je suis dégoûté. OK. Parce que tout ce que je vois à l'extérieur, ce n'est pas de la science.
c'est de la technologie. Il y a de la technologie qui est très bonne. Quand on voit les téléphones portables, les ordinateurs, ce n'est pas de la science, c'est de la technologie. La science, elle s'est arrêtée pour moi en 1930. Ok. C'est-à-dire que jusqu'à 1930, il y avait une activité scientifique. Trouver des nouvelles expériences, trouver des faits qui n'étaient pas explicables dans le paradigme actuel. Depuis 1930, on vivote, on fait de la technique, on optimise. Bon, j'ai rien contre ça. Mais l'être humain, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour aller toujours, dès qu'il y a un truc qui est connu, on va aller vers l'inconnu. Mhm. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. On est fait comme ça. L'être humain a toujours envie d'explorer l'inconnu. Et la science est un outil très fort pour explorer l'inconnu. Donc, Mais toujours est-il qu'il je faut vois avoir tous envie ces de gens qui voir. disent on fait de la science, mais qui explorent ce qui est connu. Ben moi, ce n'est pas mon truc. Hein. Ou qui infirme par principe ce qui n'est pas connu juste parce qu'on ne le voit pas. Parce qu'on ne le voit pas ou qu'on ne le comprend pas. Ouais. Il y a aussi ça. Alors, quand vous ne comprenez pas quelque chose, ça fait peur. Et comme ça fait peur, c'est toujours des mauvaises décisions. Donc là, aujourd'hui, je suis bien content d'être à la retraite. J'ai envie de mettre un peu tout ça de côté. Parce que la science, telle que je vois depuis les années 2000, la manière dont on a mis des bâtons dans les roues à la pratique de la science pour favoriser uniquement des techniciens, ce métier a perdu tout intérêt. J'ai l'impression que la science devient de plus en plus dogmatique, c'est-à-dire que c'est comme ça et pas autrement, et on La science essaye. ne peut pas être dogmatique, par contre, elle peut devenir une religion. Oui, bah c'est ça. Mais c'est plus de la science à ce moment-là, donc il faut parler de la religion scientifique ou scientiste. Mais on ne peut plus Ça. parler de science, parce que la science ne reconnaît pas de limite, pas de dogme, Et puisque puis c'est la seule chose qu'on accepte comme étant valable, c'est l'expérience. Et un dogme ne résistera jamais à une seule expérience si elle est bien faite. ok. La science et la phrase que j'aime beaucoup dire à des personnes qui se disent scientifiques et qui refusent quelque chose qu'ils ne comprennent pas, c'est toujours je sais que je ne sais rien. À partir du Oui. moment où, dans mon sens, on reste dans cette posture-là, ça permet juste de se remettre un petit peu à sa place. Il y a une autre façon de dire ça, c'est tout est possible. Oui, aussi. Exact. Bon, on va dans la même direction, effectivement. Tout est possible en science. Il n'y a pas de. Les seules limites qui existent, c'est celles qu'on se met du cadre de pensée qu'on met sur la nature. Mais ces limites sont les nôtres. Et ces Pas les limites-là peuvent limites de la aussi, nature. sur un plan quantique, elles rentrent aussi dans l'expérience, vu que la personne qui fait l'expérience. Forcément. Ça, c'est ce que nous a appris la physique quantique, c'est que la personne qui définit les limites définit le résultat de l'expérience. Ça demande à ouvrir le champ des possibles, en tout cas quand on se remet à Voilà. faire. Donc, toujours être très tolérant envers les choses nouvelles. Dès que quelque chose est nouveau, au lieu de dire oh là là, c'est pas possible ou il y a une escroquerie, toujours dire c'est nouveau, donc c'est intéressant et ça mérite d'être étudié et creusé. Bon, rassurez-moi, vous êtes à la retraite, mais il y a des personnes qui ont pris le flambeau, qui ont repris, qui continuent vos travaux. Oh, je sais pas, je ne pense pas, non, parce que c'est quand même des théories qui sont assez complexes sur le plan mathématique. La physique quantique des champs, c'est pas un truc qui est très marrant. Donc, il a fallu 4 ans de travail plus une bonne dizaine de trans pour comprendre cette science. Euh, donc, Bon, on va croiser les doigts, en tout cas. alors, je ne voudrais pas être trop pessimiste. Il y a des jeunes qui sont enthousiasmés, par exemple, qui lisent mes livres et qui disent ah ouais, moi, je veux faire ça en recherche. Mais on a quand même un petit souci aujourd'hui, c'est qu'un jeune qui veut démarrer en recherche sur ces thèmes-là, il ne trouvera jamais un emploi. Ouais. Et donc, est-ce que c'est un cadeau à lui faire que de le lancer là-dedans? Un Il y a emploi un et vrai des financements. problème, c'est-à-dire que tant qu'on est dans cette ambiance vraiment de science restreinte, étriquée, euh, je pense que c'est difficile pour les jeunes de s'investir. Des gens comme moi qui sont près de la retraite, ils peuvent le faire parce que de toute façon, ils n'ont plus
il n'y a plus d'intérêt. Donc, c'est des choses qui sont quand même réservées à des scientifiques plutôt expérimentés que des jeunes. On va espérer qu'il y en ait qui prennent le flambeau, en tout cas. Si ça change, oui, il y en aura, et à ce moment-là, de toute façon, c'est que par les jeunes que viennent les nouveautés. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'avoir vulgarisé l'eau, ses mémoires et tous ses potentiels. Je vais remettre le lien de vos deux ouvrages juste Oui, après et il y a aussi le lien vers mon site. Oui, et vous avez une association aussi? Oui, alors le site et l'association, c'est très couplé, hein, puisque Ouais, le site internet marchenry.org, c'est le site qui est dédié à l'association Naturocante. ouais. L'association, c'est juste une structure juridique qui me permet de m'exprimer sans être obligé de passer par les contraintes liées à la fonction publique. Ok, donc je suppose qu'en adhérant à l'association, on peut avoir des infolettres, tout un tas d'informations aussi qui nous On permettent de n'adhère pas rester. à l'association, il n'y a pas Ok, d'adhérence au ok, sens propre. Il y a juste qu'on suit, on peut faire des dons pour, ok, pour soutenir le travail. Mais disons, on considère que le monde entier est adhérent. parfait. En tout cas, je mettrai tous les liens directement sous la vidéo. Par contre, ce que les gens peuvent faire, il y a des chroniques qui sont publiées, on peut m'envoyer des emails, donc je réponds Ouais. toujours. Donc, ils peuvent avoir un conseil, c'est un peu le rôle d'une association. Parfait. Bon, je mettrai tout ça dans les vidéos avec les liens aussi pour trouver les ouvrages. Encore une fois, merci beaucoup pour le temps Ça fait que plaisir, puis merci. vous nous avez accordé. Et puis, en tout cas, bonne continuation. Et puis, dans notre cas, tous les deux, on se revoit dans quelques mois au Il y sommet a pas Nature vraiment- Guérisseuse. sauf si c'est encore reporté. Mais... On va croiser les doigts. Non. Au Ah ouais, pire, c'est peut-être que ça, ce en sera avril, numérique. je crois, j'y ai calculé à la 6e vague. Vaut mieux en rire. Ah, Hein. je plaisante, je plaisante. Si on compte les vagues de la grippe, hein, on en est quoi? À la 72 millième? Moi, je ne sais pas. En tout cas, prenez bien soin de vous et encore merci pour l'entretien. Merci à vous aussi. Au Au revoir. revoir. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode d'Autres Alternatives. N'oubliez pas que pour recevoir les prochains, vous avez juste à vous abonner à la chaîne et à sonner la petite clochette. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Avez-vous déjà expérimenté la mémoire de l'eau? Je vous laisse nous dire tout ça dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!